Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le M1 Mark III avec mon collaborateur Petit Gros. Regarde, Petit Gros, viens ici. Voilà, là. Voilà. Voilà. En fait, je me suis mis dans mon bureau, le bruit des cascades était trop présent sur les vidéos que j'ai faites et c'était assez inaudible, en tout cas assez désagréable à écouter, et le vent soufflant a décorné les bœufs, le bureau est le lieu le plus confortable pour finir et même pour commencer en fait la présentation de cette M1 Mark III qui vient de sortir, donc qui embarque un nouveau processeur. Un processeur TruePic 9 qui a la particularité d'être 2 fois plus puissant que le TruePic 8 de son prédécesseur. Donc ça va permettre beaucoup d'améliorations, beaucoup de gains en termes de fonctionnalité, de réactivité. Alors, en termes d'ergonomie, on reste vraiment sur le même gabarit que le M1 Mark II. Cependant, il y a un petit joystick qui fait son apparition ici, là. Voilà. Ensuite, ce que l'on a aussi, on a notamment sur la molette des modes, on a un mode C4 personnalisable et on a un mode B qui apparaît. Donc le mode B, c'est ce qui permet d'accéder directement au Live Composite, Live Time et Live Bulb. Donc le mode C4 personnalisable, c'est un mode supplémentaire. Le rafraîchissement du viseur a été également amélioré. Une autre fonctionnalité qui apparaît donc notamment au niveau de l'écran tactile, on a ce petit bouton là qui apparaît en fait et qui permet d'activer la détection de visage directement par l'écran. Et à cela on peut y associer un nouveau paramétrage qui permet en fait de choisir le visage sur lequel on veut faire la mise au point. Donc en fait quand on a des groupes de personnes, souvent pour ceux qui l'utilisent, ça détecte tous les visages et ça ne va pas forcément faire la mise au point sur la personne que vous souhaitez privilégier. Donc là avec cette nouvelle fonctionnalité en fait, alors pour ma part j'ai mis le raccourci sur le bouton de mémorisation d'exposition. Donc lorsque j'appuie sur ce bouton, en tournant la molette avant, je vais changer le collimateur et choisir la personne sur laquelle je veux faire la mise au point. Donc ça amène à un vrai confort de travail quand il y a des groupes. Pour les photographes de mariage, je pense que c'est une fonction qui va être fortement appréciée. Donc au niveau de l'autofocus et de la détection des visages, on a une sensibilité, une précision qui a été améliorée, donc notamment détection de visage et détection de l'œil. Mais dans son ensemble, l'autofocus a été aussi amélioré et ça se note particulièrement en basse lumière, où je trouve, alors là c'est vraiment des impressions, je ne fais pas de chronométrage particulier, mais en tout cas la précision et la réactivité de l'autofocus me semble beaucoup plus performante, notamment aussi sur le mode tracking, où j'ai trouvé que le mode tracking accrochait plus précisément les sujets lorsqu'ils étaient en déplacement. Donc le capteur reprend le système de nettoyage apparu sur le M1X ultrasonique, je crois que c'est plus de 30 000 vibrations par seconde. Comme sur le M1X, le shutter a une durée de vie de 400 000 déclenchements. Sur le M1 Mark II, la durée de vie était de 200 000, et toujours d'ailleurs de 200 000 déclenchements, ce qui est considérable. Et on a vraiment en fait bénéficier des technologies qui ont été inaugurées sur le M1X. Elles ont été intégrées en fait à le M1 Mark III. Et c'est là où on voit la puissance du processeur, c'est-à-dire que globalement, pour simplifier, on arrive à avoir un E-M1X dans le gabarit d'un E-M1 Mark II. Alors au niveau du mode autofocus, on a un nouveau paramétrage qui permet de photographier les étoiles avec beaucoup de précision. Donc on a deux possibilités, soit un autofocus très rapide et très réactif, soit on va avoir un autofocus un peu plus lent mais beaucoup plus précis, donc en fait qui fonctionne un peu comme on le ferait en mode manuel, ou comme on le fait en mode manuel, c'est à dire qu'il va aller se positionner directement sur l'hyperfocale et en fait il va revenir pas à pas
en arrière pour avoir une précision de mise au point de très bon niveau. Alors là du coup ça je voulais vraiment l'essayer et j'ai pas pu pour des raisons de conditions météo qui correspondaient pas au moment où je pouvais aller faire des photos d'étoiles. Et puis quand il n'y a pas eu les nuages, il y avait la lune, pas forcément pleine d'ailleurs, mais qui était trop présente, et du coup c'était pas utilisable. Donc ça j'espère pouvoir l'utiliser. Toujours dans le registre de l'autofocus vont apparaître maintenant, alors c'est pas d'apparition divine bien sûr, mais en tout cas on a des modes personnalisables au niveau des collimateurs, c'est-à-dire qu'on a 4 modes personnalisables donc qui vont permettre de quantifier soit des colonnes soit des lignes, et donc plus ou moins d'avoir voilà, des collimateurs vraiment adaptés à différents types de sujets. Si par exemple vous êtes au bord d'un terrain de sport et que vous photographiez des footballeurs, ben vous allez pouvoir déterminer plutôt une colonne avec une largeur de collimateur qui vous sera propre. Et si vous photographiez un oiseau en vol par exemple ou un avion, ben vous allez pouvoir plutôt privilégier des zones de collimateur plutôt allongées. Donc ça aussi, ça permet de travailler avec plus de précision. Alors c'est quelque chose vraiment, quand on a utilisé le MEX, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce qu'en associant des formes de collimateur au sujet que l'on veut photographier, ça permet vraiment d'avoir une efficacité qui est grandement augmentée par rapport à ce que l'on pourrait faire avec d'autres modes de collimateur. Alors ces collimateurs, on peut aussi les régler de manière à ce qu'ils débordent au niveau de l'écran ou à ce qu'ils restent bloqués sur le bord de l'écran. C'est-à-dire lorsque vous déplacez vos collimateurs, parfois vous pouvez faire le choix, par exemple quand il arrive sur le bord gauche, de repasser sur le bord droit, ou alors de s'arrêter sur le bord gauche. Donc ça après c'est paramétrable, comme la priorité au centre, comme la retouche du point manuel qui sont déjà apparus sur le M1 Mark II avec la mise à jour lorsque le X est sorti, etc. Tout ça, c'est forcément des fonctionnalités qu'on retrouve sur le boîtier qui le rendent vraiment très agréable à utiliser. Vraiment, on peut, alors bien sûr, hein, c'est pour donner des indications, mais c'est vraiment un boîtier qui permet de travailler avec. Quand je dis travailler, c'est-à-dire avoir une utilisation, professionnelle de ce boîtier. Alors, autre point intéressant, alors ça je trouve que c'est vraiment une initiative qu'il faut souligner, c'est qu'en fait là vous voyez le M1 Mark III il est monté avec le grip, et en fait c'est juste le grip de le M1 Mark II. Donc merci à Olympus d'avoir eu l'idée de nous permettre de conserver le grip du précédent modèle. Ça fait une économie d'environ 300-350 €. Alors je sais que les plus chagrins vont dire ouais non mais bon comme tu as le joystick ici tu l'as pas sur le grip. Alors c'est vrai, hein, on va même dire que c'est forte analyse, cependant il y a une économie de 350 € quoi. Voilà, donc moi je pense que ça vaut vraiment le coup. Souvent j'ai pesté sur mon ancien matériel, quand je changeais de boîtier il fallait changer le grip. Ben là c'est pas le cas, c'est vraiment un fait qu'il faut souligner et retenir vraiment comme important. Moi j'utilisais souvent le Mark II avec le grip, et je pense qu'il en serait de même avec le Mark III, et du coup voilà, cette possibilité, cette économie là, ça c'est vraiment génial quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur le grip. Donc on va retrouver comme nouvelle fonctionnalité les filtres ND, donc du filtre ND2 à ND32. Alors là aussi il y a un gain intéressant, puisque on va pouvoir se dispenser d'accessoires, notamment quand on utilise le 7-14 qui a vraiment une lentille spécifique. Du coup ça oblige d'avoir à avoir des supports de filtres, à utiliser des filtres carrés. Donc le fait d'avoir le filtre intégré, ça permet de se dispenser de ce matériel là. Ça évite les manipulations aussi que l'on peut avoir à faire. Il suffit juste, alors vous pouvez par exemple paramétrer les filtres ND sur un mode personnalisable, mais vous pouvez aller juste décider de l'actionner de manière ponctuelle, et ça évite voilà, d'avoir à sortir un porte-filtre, à le fixer, etc. Il y a des fois des endroits où c'est pas toujours possible, donc s'il y a un gain en termes de poids, en termes de praticité, puis il y a aussi un gain forcément financier qui est quand même
non négligeable. On retrouve aussi le mode haute résolution, donc haute résolution à main levée ou sur trépied. Donc le main levée était apparu sur le M1X, donc avec les mêmes définitions, et on va retrouver un mode à 100 millions de pixels en fait. Alors là, le trépied est obligatoire, cette résolution là ne permet pas d'être effectuée à main levée. Donc 100 millions de pixels, c'est vraiment énorme. On garde là aussi l'avantage d'un boîtier compact qui produit des images nécessitant un stockage relativement limité sur votre chaîne de production, sur votre ordi, etc. Puis si vous avez besoin, vous avez des modes haute résolution. Alors ça va de 25 millions jusqu'à donc 100 millions de pixels. Vous avez la possibilité bien sûr d'avoir les JPEG ou les RAW. Donc si vous avez besoin de récupérer du détail dans les hautes ou dans les basses lumières, vous aurez le RAW qui sera là en secours. Vous pouvez les dissocier. Donc voilà, le mode haute résolution, alors il est destiné aux sujets fixes, donc si vous avez des sujets mobiles, si vous regardez là, il y a une photo que j'ai faite, donc vous avez la photo normale, et puis vous avez la photo faite en mode haute résolution, et vous voyez qu'au premier plan, il y avait des branches de ronces, donc le jour où j'ai fait cette photo, il y avait du vent, et donc vous voyez que sur le mode haute résolution, les branches de ronces sont floues, donc il faut vraiment que les sujets soient mobiles pour tirer profit de cette fonctionnalité là. Alors pas mobile, je m'écoute parler, donc je rectifie, il faut qu'il soit immobile, c'est pas pareil. Voilà, donc mobile c'est quand ça bouge, immobile c'est quand ça bouge pas, donc le mode haute résolution c'est quand ça bouge pas. Voilà. Alors pour la vidéo, bien sûr, on retrouve un peu les modes Super 4K, 4K, à 25 images, en Full HD à 60 images, on peut avoir du ralenti à 120 images par seconde, donc ça donne un peu ces images-là. L'important pour les vidéastes pro, c'est de savoir un peu les débits, etc. Donc on est sur un débit en 4.2.2, 8 bits, et donc est rééchantillonné en 4.2.0, donc le rééchantillonnage permet d'aller récupérer du détail dans les hautes et les basses lumières. Il y a un profil flat, là aussi ça permet de faire de la post-production en vidéo pour les gens qui savent pas ce qu'est un profil flat. Donc en fait c'est un profil qui est dénué quasiment de contraste, de saturation, et ça permet après de post-produire sa vidéo et d'y ajouter une petite touche personnelle, on va dire, c'est soit en utilisant des presets qui sont souvent appelés des luttes, mais c'est le même principe que pour la photo quand vous utilisez par exemple des presets dans Lightroom ou dans d'autres logiciels. Voilà, en fait en termes de vidéo, donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis alors le côté là où on apprécie en vidéo, moi ça c'était une des raisons pour lesquelles moi, dans mon cahier des charges, lorsque j'ai changé de marque, c'était d'avoir un capteur stabilisé. C'est qu'on peut faire des vidéos avec un très bon rendu à main levée grâce à la stabilisation du capteur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la stabilisation sur le M1 Mark III, elle a été améliorée encore d'un stop par rapport à le M1 Mark II. Donc ça veut dire que vraiment on peut faire des prises de vue à main levée sans avoir besoin d'un gimbal ou d'un stabilisateur externe, en faisant des choses de très bonne qualité. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'utilise et que je fais les vidéos notamment sur les animaux, sur les insectes, que je mets de temps en temps sur la chaîne YouTube. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le M1 Mark III. Donc je vous souhaite de faire de belles vidéos, de belles photos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je vous dis encore une fois à très bientôt. Au revoir, merci.